Bonsoir, il est 18h30, bienvenue sur le live de médecine esthétique. Ce soir, nous allons parler de médecine versus chirurgie. Alors, nous allons tenter de répondre un petit peu à cette question que beaucoup de patientes se posent, des fois entre le choix, pourquoi pas, d'un chirurgien ou d'un médecin ou d'un dermatologue pour des actes médicaux. Et nous allons voir aussi les limites de la médecine et dans quel cas faut-il avoir recours à la chirurgie. Nous allons demander tout à l'heure au docteur Guillaume Lasserre, donc chirurgien plasticien sur Lyon, de nous donner aussi son avis un peu sur la question, à savoir est-ce que la médecine s'oppose à la chirurgie. Donc dans un premier temps, effectivement, les actes médicaux vont avoir recours aux injections, aux fils tenseurs, à la toxine botulique, au laser, au peeling. Et selon ces différentes catégories, lors de la consultation initiale, nous allons discuter avec la patiente en fonction de sa demande les actes que l'on va pouvoir faire sur son visage. Pour ma part, je travaille en collaboration avec différents chirurgiens et effectivement, lorsque les indications sont, on va dire, un petit peu limites, je cède volontiers ma place pour les envoyer vers un chirurgien qui, lui, proposera une solution peut-être plus radicale ou plus adaptée à la demande. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'orienter plus d'un côté que de l'autre ? C'est avant tout le relâchement cutané. Moi, ce que je regarde souvent, c'est le relâchement cutané. Et effectivement, lorsqu'on a une mobilité de la peau trop importante, on sera un petit peu gêné pour faire des actes médicaux significatifs. Donc après, en discutant avec la patiente, on va exposer effectivement dans le cas du relâchement, que ce soit, là on va parler dans un premier temps le relâchement du visage. Le peeling au phénol va pouvoir créer une remise en tension légère lorsqu'il va y avoir un fripé, quand on sourit, un fripé assez important. Et effectivement, le peeling au phénol va pouvoir créer une légère mise en tension pour venir aplanir ou lisser les ridules de la peau ou l'aspect fripé. Aussi, dans les cas de photovieillissement un petit peu majeur, le peeling, ce sera une bonne alternative. Mais souvent, après la ménopause et les hormones jouent beaucoup sur la qualité des tissus, mais aussi avec une perte de poids importante, où on va avoir une fonte des tissus de soutien, et il faudra alors venir repositionner ces tissus. Donc on va dire qu'avant 45 ans, 50 ans, on peut essayer de faire le travail avec des acides hyaluroniques, notamment volumateurs, pour venir redonner une structure au visage, mais aussi avec des fils tenseurs résorbables que l'on va placer pour venir suspendre ou du moins ralentir la chute des tissus. Mais ce que je propose souvent aux patientes, c'est la théorie des doigts. Donc il y a un doigt, deux doigts. Si la patiente me dit à un doigt, je veux ça, pour moi ce sera plus de la médecine. Si la patiente met deux voire trois doigts pour me dire je veux ça, là on sera plutôt sur une indication chirurgicale puisque les fils tenseurs par exemple ne seront plus assez efficaces et il y a une résection de peau à faire d'au moins 2-3 cm pour arriver à remettre ça en tension. Pour aider les patientes réticentes à la chirurgie, notamment à l'anesthésie générale, au lifting, et puis avec les choses pas forcément évidentes qu'on voit dans les émissions à la télé. Donc déjà dans un premier temps j'essaie de les rassurer et je leur dis voilà, la balance, en fait c'est pas l'un contre l'autre, c'est en fait une discussion pour arriver à trouver un équilibre entre les deux. Et je leur dis que dans ce cas-là, lorsqu'il faut mettre une seringue, voire deux seringues de chaque côté, avec des fils tenseurs, on regarde aussi le devis. Et lorsque je trouve pour ma part que le devis est un petit peu élevé, pour un résultat de 1 an, parce qu'on sait que les acides hyaluroniques durent 1 an et les fils tenseurs à peu près 1 an et demi si vous voulez, je leur dis voilà, peut-être que dans votre cas, ce serait plus judicieux de partir sur un mini-lifting par exemple chirurgical, parce que l'effet sera plus durable. Et l'avantage de passer au bloc opératoire, c'est que des fois, le chirurgien peut faire un prélèvement de graisse pour venir remodeler, redonner un petit peu des volumes. Donc, je pense qu'effectivement, avec les nouvelles techniques qu'on a maintenant, et le docteur Lasserre nous en parlera, les mini-lifts sont de moins en moins invasifs, avec des fois une éviction sociale de pas plus de 4, 5, 6 jours.
Donc on se rapproche quand même véritablement des suites de médecine esthétique. Et lorsque il y a trop de choses à injecter ou à poser de façon médicale, je leur dis que d'un point de vue, on va dire budget, je pense que c'est préférable de passer sur de la chirurgie parce que le résultat sera au même prix, on va dire, mais en tout cas plus durable et plus adapté à la demande de la patiente. Ça, c'était pour, on va dire, les indications de lifting. Donc, c'est pas l'un contre l'autre. C'est des fois la médecine va venir pallier à la réflexion des patientes qui sont peut-être soit légèrement trop jeunes ou qui n'ont pas budgétisé leur opération. On leur propose en médecine, écoutez, on va faire des injections. Vous allez déjà voir un petit peu les changements. Vous allez voir si cela vous convient et si cela ne vous convient pas. À ce moment-là, il faudra, dans un deuxième temps, peut-être prévoir une consultation chirurgicale pour passer le pas. Et ce n'est pas toujours évident de passer le pas, on sait, parce que la chirurgie, il y a beaucoup de tabous, on va dire, et beaucoup d'a priori sur la chirurgie. Mais de nos jours, les techniques sont de plus en plus, on va dire, affinées pour donner des résultats réellement plus simples. Donc, comme on me dit effectivement, les limites de la médecine esthétique, il y a une limite effectivement à tout, et c'est à nous de déterminer jusqu'où on veut aller d'un point de vue médical avant de franchir le pas. Il y a des patientes par contre qui refusent toute chirurgie, et effectivement, on n'aura pas bien le choix et il faudra poursuivre sur du médical, mais en prévenant bien évidemment qu'on ne pourra pas tout traiter ou tout améliorer. Ça, c'était pour le lifting. Il y a autre chose, c'est effectivement, par exemple, les cernes. Effectivement, on a différents types de cernes. Et lorsque on a ce qu'on appelle des valises ou voilà, une hernie graisseuse au niveau du cerne, on ne pourra pas, avec des injections, la diminuer. Et effectivement, il y a des cas d'indication chirurgicale d'emblée où le plus simple sera d'enlever la poche plutôt que de vouloir faire des injections dessous pour masquer, noyer cette poche. Et avec les acides, on connaît les risques sur ces zones-là, à savoir les œdèmes. On peut avoir des œdèmes sur de l'acide hyaluronique, donc des fois je propose effectivement plutôt une chirurgie parce que ce sera plus simple, on enlève les poches, c'est réglé, et le chirurgien peut proposer ce qu'on appelle du nanografting ou micro, enfin je ne connais pas bien exactement les termes, le docteur Lasserre nous dira, pour venir remplir le cerne avec de la graisse. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, les deux choses sur lesquelles je voulais parler. La troisième, c'est la rhinoplastie médicale sur des nez. Et effectivement, un nez simple qui reste droit, qui reste peu marqué ici, avec les injections, on pourra venir injecter de part et d'autre pour venir faire une ligne droite quelque part. Mais voilà, on va aussi facilement passer la main pour les rhinoplasties chirurgicales lorsque le nez, on va dire, il est dévié. Déjà, un nez dévié, c'est de la chirurgie. Et si la bosse est vraiment trop importante ou le nez est vraiment très court, le plus simple, ce sera d'opérer. Donc des fois, pareil comme pour le lifting, les gens ne veulent pas faire de la chirurgie d'emblée parce que pour X raisons. Donc moi, j'essaie quand même de les rassurer sur la chirurgie. Je pense que notre rôle en médecine esthétique est aussi de faire le lien avec les chirurgiens et je les envoie effectivement volontiers pour un avis chirurgical lorsque je sais que les limites de la rhinoplastie seront vite atteintes. Toujours pareil, les suites opératoires de la rhinoplastie peuvent faire peur, mais il faut considérer qu'il faut prendre le traitement adapté à la situation et que des fois, ça ne sert à rien de, on va dire, tourner autour du pot et de passer directement à la chirurgie peut être un gain de temps ou une économie d'argent ou une satisfaction plus rapide. Donc voilà, ce que je voulais vraiment insister, c'est que ce n'est pas l'un contre l'autre, ça c'est un petit peu les choses qu'on a en tête depuis ces 10 ou 20 dernières années. Et on s'aperçoit que les chirurgiens font de plus en plus de médecine esthétique. Donc c'est vrai que la limite entre la médecine et la chirurgie devient un petit peu floue, on va dire. Et en tout cas, on arrive à mieux discuter des indications et on a une meilleure collégialité, c'est-à-dire on a une meilleure entente avec les chirurgiens qui fait qu'on cède volontiers la main. Et comme je le répète à chaque fois, le but c'est que le patient soit satisfait et à chaque fois de donner le meilleur de soi-même
pour que le patient puisse être content du résultat. Voilà, le but, c'est pas de vouloir à tout prix garder ces patients, à les injecter, les surinjecter, etc. Je pense qu'il faut être objectif et de dire, dans ce cas-là, c'est de la chirurgie, dans ce cas-là, c'est de la médecine. Vous êtes entre les deux, donc la médecine peut être la passerelle, peut-être le passage en douceur, peut permettre aussi une maturation au niveau de la prise de conscience de l'acte chirurgical. Et après, effectivement, de s'entourer d'une bonne équipe de chirurgiens ou d'un bon relationnel pour les orienter vers les meilleures structures. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu sur la médecine versus chirurgie. Souvent, les gens pensent que je suis chirurgien, donc je leur dis non, pas du tout. Voilà. Par contre, ça n'empêche qu'on peut être amené à parler de chirurgie pendant les interventions. Les chirurgies sur des zones que je travaille, évidemment, je ne vais pas parler d'implants mammaires, évidemment. Mais le quatrième point que je voulais aborder, donc on a parlé du lifting, on a parlé des cernes, on a parlé de la rhinoplastie, et le quatrième, ça pourrait être la liposuction. On va y revenir, je pense, après avec le docteur Lasserre. Souvent, les gens me disent, voilà, je vais faire une cryolipolyse, donc c'est-à-dire on va absorber, on va aspirer de la graisse avec du froid à moins 8 degrés pendant 1 heure, et il va y avoir une destruction, une élimination, on va dire, de cette graisse, pour venir aplanir la silhouette, pour venir affiner la silhouette. Et souvent, les gens me disent, voilà, je voudrais faire, allez, je sais pas, 6, 7, 8 zones en cryolipolyse. Et au bout d'un moment, je leur dis, outre le fait que ça a un coût, au bout d'un moment, c'est quand on regarde la silhouette globale du patient, je leur dis, je pense que peut-être dans votre cas, ce serait plus intéressant de faire directement une liposuction. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir travailler de façon générale et uniformiser vraiment le résultat. Voilà, ça se fait en one shot. La liposuction, on passe une seule fois. Alors que la cryolipolyse, c'est 1 heure par zone. Donc admettons qu'on ait 8 zones, ça ferait chaque machine a 2 bras, donc ça ferait au minimum 4 heures. Ça fait des grosses journées, donc peut-être on étale ça sur 2 journées pour qu'il y ait moins de ressentis douloureux par la suite. Et l'analyse se fait aussi en fonction de la morphologie du patient. Effectivement, l'intérêt de la cryolipolyse, c'est vraiment de venir chez une personne qui n'a peut-être pas de surpoids, mais qui a juste une zone indésirable, de venir faire localement une cryo. Ou alors, pour les personnes qui ont une liposuction, qui veulent, il y a une petite zone qui est un petit peu qui reste et qui ne veulent pas refaire une liposuction, à ce moment-là, la cryo est une bonne indication. Mais la personne qui va être bien portante avec, on va dire, pas mal de relief, je pense que des fois, l'indication chirurgicale prime sur la cryolipolyse. Donc, il faut effectivement notre mission. Je dirais des fois que le médecin esthétique, c'est un peu comme le médecin généraliste référent pour les maladies, on va dire, classiques. Notre mission, c'est aussi d'analyser et d'orienter correctement le patient pour la meilleure prise en charge possible. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu sur la médecine versus chirurgie. Donc la conclusion, pour moi en tout cas, c'est que c'est pas, il y en a un qui est plus fort que l'autre, c'est qu'il faut juste adapter son traitement à son indication. C'est comme pour les angines, il y a les angines virales et les angines bactériennes. Les angines virales n'ont pas besoin d'antibiotiques, les angines bactériennes ont besoin systématiquement d'antibiotiques, donc il faut prendre le traitement adapté. On va demander au docteur Lasserre de nous rejoindre. Est-ce qu'on va le retrouver? Il est là, hop. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à poser des questions, soit en message privé au chirurgien ou moi-même, ou sur le fil de la discussion si on a le temps. Bonjour Guillaume, ça va? Bonsoir Bertrand, tu vas bien? Merci. Ouais, merci de te prêter à ce petit. Alors, c'est pas un jeu, mais à cet épisode, on va dire, intime qu'on développe, que je développe en tout cas depuis 15 jours avec le confinement. Ça nous occupe, ça permet de tisser un peu des liens et puis ça nous permet de parler de notre métier. Et aujourd'hui, donc, je voulais aborder la médecine. J'ai mis versus un petit peu, c'est un peu racoleur, mais versus chirurgie. Et je voulais avoir un petit peu ton avis sur la question, sachant que toi, tu travailles et en médecine et en chirurgie esthétique. Voilà. Bon, alors merci de ton invitation, puis bonsoir à tous les gens qui nous regardent. C'est une bonne initiative de faire ces petits lives pendant le confinement. Donc écoute, oui, alors, bon, on se connaît, on a déjà souvent parlé de tout ça. Je pense qu'on fait partie de cette génération
dynamique où on a arrangé un peu la guéguerre de la chirurgie Mm. contre la médecine esthétique. On va dire que les chirurgiens de notre génération s'intéressent beaucoup plus à la médecine esthétique que les chirurgiens, on va dire, peut-être ancienne génération. Ouais. Et c'est une bonne chose. Et c'est très bien aussi qu'il y ait des médecins qui se spécialisent dans l'esthétique. Parce que nous, chirurgiens, on a quand même appris à faire de la chirurgie, même si on s'intéresse et qu'on sait faire des techniques médicales, c'est bien qu'il y ait d'autres spécialistes qui peuvent aller encore plus loin dans ces domaines-là. Donc, encore une fois, je trouve que tu as tout dit, c'est complémentaire, c'est synergique, ça permet de proposer un panel de solutions plus complet, donc de répondre à plus de demandes et de satisfaire d'autant plus les patients. Donc, voilà, Et de manière je pense générale. que je pense que de fait de clarifier la situation et d'en parler aussi librement, que ce soit parler de médecine ou de chirurgie, je pense que ça permet aux patients de pouvoir aussi choisir plus librement et d'aller là où il a envie d'aller, quoi. De pas forcer le chemin, quoi. Je pense que la bonne, voilà, l'intelligence, à mon avis, du professionnel, c'est de faire ce qu'il sait bien faire. Voilà. Mhm. Et face à une demande qu'on ne maîtrise pas ou pour lesquelles la technique qu'on propose ne sera pas la meilleure, c'est de l'informer. C'est-à-dire de lui dire, cette technique, voilà, moi je peux vous la proposer, elle est bien, mais il y a une autre technique. Et si on sait faire la médecine et la chirurgie pour une même indication, il faut effectivement exposer les avantages et les inconvénients. Mais je crois que c'est ça, et je pense que c'est, voilà, effectivement, comme tu dis, nos patients, on le sait, vont voir des fois un médecin, des fois un médecin, un chirurgien, deux chirurgiens. Les gens ont besoin d'informations, c'est ça qui est important. Donc, il faut qu'on réponde à ça et effectivement qu'on propose toutes les solutions. Et souvent, il n'y a pas une solution unique Mhm. parce qu'en fait, il y a une solution, moi j'aime bien dire un peu théorique. Quelqu'un vient et dit, moi je voudrais corriger, par exemple, effectivement, tu parlais de l'œil. Quelqu'un vient et dit, moi je veux corriger ma poche sous l'œil. Bon, on sait que la meilleure solution pour la poche graisseuse, c'est une chirurgie, d'accord, qui va permettre d'étaler cette graisse ou de la dissimuler, voilà, ou de faire un lipomodelage associé, voilà. On va dire, c'est la meilleure technique parce qu'elle va être efficace et elle va être pérenne. Il y a des personnes qui ne voudront jamais cette technique chirurgicale et on ne peut pas leur dire, écoutez, rentrez chez vous et voilà. Donc, il y a d'autres solutions qui peuvent être peut-être moins complètes, mais qui apportent des bons résultats avec les injections parfois, des solutions laser sur le problème de la peau. Donc, il faut savoir aussi s'adapter à la demande, mais aussi à ce que les patients sont capables de réaliser en termes de budget, en termes de suite, d'éviction sociale. Et donc, c'est rare qu'il y ait une solution unique et que parfois ça arrive qu'au bout d'une minute, la personne dit bon, ok, ça me va, c'est très bien, et on y va, mais souvent, on est quand même obligé de discuter des suites, de ce que les gens sont capables d'accepter, de faire avec leur vie de tous les jours, leur travail. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Et la médecine esthétique, effectivement, propose des solutions qui s'adaptent bien, on va dire, aux demandes et au mode de vie des gens, Ouais. avec moins d'éviction. Mais elle a ses limites aussi, et parfois, c'est voilà, un geste de médecine esthétique qui est simple à réaliser, ce sera peut-être pas indiqué, mal indiqué, et donnant un résultat qui est peu satisfaisant. C'est pas non plus Et intéressant. par, et par exemple, toi, dans quel cas, on va dire, tu vas directement à la chirurgie? Alors, je pense qu'il y a effectivement, tu as parlé un peu des zones, on pouvait discuter vraiment la médecine et la chirurgie. Je pense qu'effectivement, le tiers inférieur du visage, le relâchement du tiers inférieur du visage reste quand même le territoire de la chirurgie. Pour des Ouais. résultats durables, efficaces, naturels, voilà. On peut faire des choses en médecine esthétique, tu le fais, je le fais aussi dans de nombreux cas. Des fois avant une chirurgie, des fois parce qu'on ne peut pas faire une chirurgie, et parfois pour préparer une chirurgie. Mais c'est vrai que souvent, quand même, face aux demandes de patientes avec un relâchement important, j'en arrive à la conclusion de leur dire, écoutez, si vraiment vous voulez une solution qui réponde à votre demande, voilà, pour répondre à votre demande, il va falloir que vous acceptiez la chirurgie. Si vous ne l'acceptez pas, il va falloir revoir effectivement le bénéfice de la technique qu'on va utiliser à la baisse, c'est-à-dire accepter un résultat qui sera inférieur à ce que vous espérez. Tu parlais effectivement voilà, de cette manœuvre, effectivement, beaucoup de femmes ou d'hommes la font. Mhm. On évalue très bien ce qu'ils attendent. Et effectivement, faut être, voilà, leur donner l'information, leur dire non, ce que vous me montrez, ça n'est pas possible avec de la médecine esthétique, des injections, des fils tenseurs ou autre chose.
il n'y a que la chirurgie. Soit les gens après acceptent, alors des fois tout de suite, des fois ils mettent plus de temps, et on peut Ouais. temporiser avec de la médecine esthétique, mais il faut qu'ils aient entendu, je pense vraiment dans cette localisation quand même qu'à un moment donné, on doit repositionner des tissus, des plans profonds, le muscle, et ça, il y a que la chirurgie qui le fait véritablement. Et toi, là, on a une question, par exemple, de Perla qui nous dit: Bonjour docteur, pour le relâchement du cou, j'ai 41 ans, est-ce qu'il y a un moyen? Et effectivement, la zone du cou, c'est le tiers inférieur du visage, mais Oui, bon, c'est la continuation, la continuité, je veux dire. Je pense que l'indication, en tout cas pour moi, en médecine esthétique, et on va pouvoir mettre de la mésothérapie ou des fils. Alors, 41 ans, voilà, c'est la deuxième question que je voulais te poser. Je sais que maintenant, on fait de la chirurgie de plus en plus jeune. Et 41 ans, est-ce que tu peux... Alors, on est d'accord qu'on n'a pas vu la patiente, mais proposer un geste chirurgical à 41 ans, est-ce que c'est quelque chose qui pour toi te... alors sur le cou, donc un lifting avec une cicatrice effectivement qui se trouve bon, voilà, devant l'oreille et derrière, le lifting vraiment du bas du visage. À 41 ans, faut quand même qu'il y ait des événements qui le justifient. Un Ouais. amaigrissement massif où on a un relâchement par exemple de la peau, on peut le voir après des gens qui ont perdu beaucoup de poids, on a vraiment un relâchement de la peau important où là le lifting effectivement semble justifié. Maintenant, sur un tout petit relâchement, ça reste quand même un geste, même s'il est effectivement aujourd'hui Lourd. allégé, que les suites sont plus simples, ça reste quand même un geste qui n'est pas anodin. Mm. Faut vraiment une extrême motivation. Et pour moi, dans ma pratique, c'est quand même très rare que je réalise un lifting, on va dire, avant 45 ans, c'est quand même extrêmement rare. Après, effectivement, sur des peaux, voilà, certaines peaux qui sont très relâchées, entre 45 et 50 ans, on peut envisager des petites techniques, voilà, qu'on dit de mini lifting, même si je trouve que ce terme, il est un petit peu, il n'est pas très approprié, mais voilà, des choses qui permettent de remettre un petit peu en tension et qui sont peu invasives. Mais voilà, quand on approche effectivement de 48-50 ans, on s'oriente vers un lifting. Bon, là, c'est un lifting. Donc 41 ans, effectivement, moi, je resterais sur des solutions quand même médicales. Donc, bon, ce qu'on peut utiliser aujourd'hui, les techniques de retention, la radiothérapie couplée effectivement à la mésothérapie, les inducteurs tissulaires éventuellement, les techniques de fil, voilà, qui sont des choses qui permettent moi, je trouve, de maintenir et de prévenir l'aggravation du relâchement plutôt que de réaliser vraiment Mm. un vrai lifting. Hein. Il y a une autre, il y a une cinquième, on va dire, une cinquième comment dire, zone Oui. on peut se poser la question entre médecine versus chirurgie, et que moi, pour l'instant, je refuse, on va dire, de rentrer dedans. C'est mince, les fesses. Voilà. Et pour ma part, je sais qu'on met de l'acide hyaluronique dans les fesses pour donner ce galbe, effectivement. Mais quand je vois qu'il faut payer peut-être entre 3500 4000 euros minimum, enfin, pas minimum, mais 3500 à 4000 euros l'acte, je me dis, bon, pour un résultat qui va durer un an, c'est vrai que si la patiente elle a des réserves de graisse, écoutez, madame, je pense que c'est mieux de faire des injections de graisse, quoi. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que la région de la fesse, c'est une région qui est quand même particulière. Je pense que le lipomodelage, c'est une solution très élégante, donc la réinjection de Ouais, graisse, pour pouvoir redonner du galbe et globalement améliorer la silhouette. Parce que c'est rare qu'en fait la demande, elle soit uniquement sur le volume des fesses. En fait, souvent, on a des empattements au niveau des flancs. Les femmes souhaitent une courbe, le creux des reins, etc. Donc, il faut faire ce qu'on appelle vraiment une lipostructure, c'est-à-dire déplacer les graisses qui se trouvent autour au niveau des cuisses, de la culotte de cheval, des flancs, pour la réinjecter plutôt dans la partie supérieure, un peu externe des fesses. Donc je trouve que c'est élégant parce que vraiment on prend la graisse à des endroits où on n'en a pas besoin et on la réinjecte. Alors il y a toujours ce problème de réserve, mais on arrive quand même maintenant à prélever de manière très diffuse et même sur des silhouettes assez fines, on arrive quand même à avoir des bénéfices assez importants. d'accord. L'autre après alternative, c'est les implants de fesses, qui reste Oui. quand même une chirurgie pour des patients qui sont quand même très motivés, parce que C'est lourd. c'est quand même les suites sont assez lourdes, voilà. Mm. Donc voilà, patiente vraiment très très motivée. Et les injections de l'acide hyaluronique, alors tu vas peut-être être, ou pas d'accord avec moi, on va en parler. Moi, je suis quand même, comment dire, je me questionne par rapport quand même au fait d'injecter des volumes concentrés, donc sur une zone très localisée, des Ouais. quantités importantes d'acide hyaluronique. On sait que l'acide hyaluronique, c'est bien toléré par les tissus, mais le fait quand même de l'injecter en profondeur sur une zone mobile en quantité importante,
Bon, on a l'expérience, par exemple, de l'acide hyaluronique dans les seins, qu'on a arrêté parce que vis-à-vis de la surveillance pour le cancer du sein, etc., on se pose quand même la question de ces grosses quantités d'acide hyaluronique. Donc, Bien sûr. effectivement, un coût important, des quantités assez importantes d'acide hyaluronique, c'est pas la même chose que d'injecter quelques millilitres au niveau d'un visage, en nappage, dans des plans. Voilà. Pour ma Donc, quand part, même, moi, je vois plus les injections dans les fesses pour des jeunes filles, on va dire, qui veulent juste regalber un petit peu le haut. Tu mets peut-être 5-10 cc, peut-être. d'accord. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Effectivement, dans cette mesure-là, oui. Bon. Mais je pense que sinon, effectivement, je pense qu'il vaut mieux aller directement sur la chirurgie en général. Sur cette région, je pense aussi. Je pense aussi. Après, les implants, en France, on est peut-être un peu plus frileux. Tout ce qui est implant de pectoraux, implant de mollets, implant de fesses. Des fois, on me pose des questions, tu vois, et je pense on n'en est pas encore. Non, alors effectivement, on est moins éduqué à ça que les pays effectivement d'Amérique du Sud, qui sont quand même qui ont été les initiateurs, hein, de ces techniques. Ouais, Voilà, cela dit, je pense qu'encore une fois, on s'adresse à des patients qui sont peut-être différents de ces populations d'Amérique du Sud, qui sont des patients qui sont très motivés, qui ont cette culture quand même de la chirurgie esthétique, plus qu'en France, et qui acceptent peut-être plus facilement les suites opératoires, qui sont oui, il y a ça effectivement pour aussi. ces. Voilà, qui sont. Mais ça reste quand même une technique qui est intéressante parce que parfois, donc la demande voilà, est motivée et que on n'a pas cette réserve de graisse et qu'on veut vraiment retrouver une fermeté, l'implant est la seule solution. Ce qui est assez comparable au niveau du sein. L'injection de graisse au niveau du sein, c'est une très bonne technique intellectuellement parce qu'on ne met pas de corps étranger, on prend de la graisse quelque part, on la réinjecte, mais on n'a pas Ouais. non plus les mêmes galves, les mêmes résultats que l'implant mammaire. Encore une fois, c'est une question voilà, d'information et de savoir ce qu'attend la, la patiente. Et une dernière question, puis après, je pense qu'on aura fait le tour. On a parlé donc de la médecine versus chirurgie, donc il y a effectivement l'âge qui compte, il y a le budget qui compte, il y a l'indication qui compte, et il y a aussi donc le fait anesthésie ou pas anesthésie, bon, ça d'accord. Et je pense que sur toutes les techniques dont on a parlé, il y a pas de, on n'a pas parlé on a parlé des suites, certes, mais on n'a pas parlé des cicatrices. Et toutes les zones, tout ce dont on vient de parler, le nez, le lift, les cernes, les fesses, la cryo-liposuction, il y a pas de cicatrice. Et c'est vrai que la seule peut-être limite que je dirais médecine versus chirurgie, c'est pour les bras, avec accepter ou non une cicatrice post-chir. Alors, d'une manière générale, oui, effectivement, à partir du moment où on a un relâchement cutané, on aura des cicatrices et elles sont quand même, de manière simplifiée, d'autant plus importantes que le relâchement, il est important. Ouais. Donc, quand le relâchement est très important, notamment par exemple, moi je fais de la chirurgie après amaigrissement, des gens qui ont perdu 50-70 kilos, il est évident que là, ces patients acceptent de toute façon les cicatrices parce que ça va leur apporter un bénéfice Mhm. très 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 important. Et donc là, on peut faire des cicatrices importantes. Quand tu parles de la région de la face interne du bras, on a Ouais. un petit relâchement qui n'est pas très important. C'est vrai que la cicatrice qui va se trouver là, voilà, tout le long de la face interne du bras, effectivement, il faut l'accepter. Moi, je préviens très souvent mes patients en leur disant, écoutez, là, ça reste une chirurgie avec une séquelle, même si maintenant on a des techniques de suture, on peut faire du laser opératoire, du laser post-opératoire pour les améliorer. Bon, on a des choses. On ne contrôle pas tout hein, dans une cicatrice. Moi, j'aime bien dire 50% le chirurgien et 50% ensuite la génétique, la qualité de peau du patient, etc., les soins qu'on peut faire après. Donc, on ne maîtrise pas tout. Donc, il faut quand même pouvoir accepter cette cicatrice, même si elle n'est pas aussi parfaite qu'on le souhaiterait. Donc, effectivement, là, c'est des zones où, sur des petits relâchements, la médecine esthétique, et c'est assez récent, hein, commence à avoir des indications. Des indications avec effectivement, bon, je ne sais pas si tu pensais peut-être aux inducteurs tissulaires, bon, que ce soit des fils ou des fillers, donc des injections, où effectivement, bon, moi dans ma pratique, je le propose justement maintenant à des patientes où je trouve que la cicatrice est quand même excessive. Donc ça donne des résultats, effectivement, une retention qui est modérée, mais qui est quand même très satisfaisante. D'accord.
Je ne sais pas si toi, Après, tu... j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est vrai que c'est la seule zone où où je vais pas pousser le patient à la chirurgie parce que je connais, on va dire, l'aspect cicatriciel résiduel, séquelaire. Et bon, c'est vrai que c'est pas forcément ce dont j'aurais envie pour la patiente. Voilà, après, ça n'engage que moi. Après, c'est ce que j'expliquais, c'est ce qu'on explique en fait depuis une demi-heure, c'est de dire, je pense qu'on pourrait conclure là-dessus, c'est qu'effectivement, c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est vraiment une discussion, un échange avec son patient en fonction de tous les thèmes qu'on a abordés, le budget, la cicatrice, le bloc opératoire, l'indication et la motivation du patient. Je pense que la motivation du patient est aussi importante dans tout ça, parce qu'il y a des patients qui n'iront pas voir un médecin Hmm, esthétique de toute façon, qui iront directement voir un chirurgien. Donc voilà. tout à fait. Je pense que tu as très bien résumé notre échange. Bon, voilà, on essaie de faire des petits lives assez courts parce qu'après, il y a 19h, il y a d'autres lives qui poursuivent ailleurs. On va laisser la place aux autres. Mais voilà, bah, je te remercie en tout cas pour Merci Bertrand. ton intervention, ton point de vue. Et puis écoute, je te souhaite une bonne fin de confinement. Et Toi aussi. j'espère qu'on se reverra pareil vite dans de meilleurs, C'est sûr. un contexte meilleur. Bonne soirée à toi, Bonne Guillaume. soirée. À très Bonne bientôt. soirée à vous Ciao, au tous. revoir. Au revoir. Voilà, donc merci au docteur Guillaume Lasserre, que voilà, c'est des médecins de jeune génération, on est de la même promo à peu près. Et voilà, l'évolution actuelle, et je pense que dans 10 ans, ce sera encore différent. Il y a vraiment une réelle évolution de cette médecine qui est encore balbutiante, enfin, moins maintenant, mais qui est une jeune médecine par rapport à la médecine des pathologies qu'on connaît. Et on a beaucoup encore de choses à faire, à apprendre, et on peut apprendre des uns des autres, mais aussi on peut apprendre des patients. Et souvent, les patients nous font évoluer dans notre façon de procéder. Et effectivement, soit des jeunes patients qui veulent pousser le chirurgien à la chirurgie, ou inversement, des patientes un peu plus âgées qui vont pousser le médecin esthétique à la médecine pour ne pas avoir de chirurgie. Donc, en fait, c'est pas l'un contre l'autre, on serait plutôt tenté de dire médecine et chirurgien, médecine et chirurgie esthétique sont dans le même, voilà, sont sur le même plan. Il suffit juste de définir effectivement pour finir l'indication. Il y a des indications qui sont directement chirurgicales et d'autres non. Il faut tenir compte de l'âge. On ne va pas faire de la chirurgie à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà, c'est peut-être un petit peu tôt. Il faut tenir compte du budget, parce que rapporter sur une année la chirurgie, bah, des fois, c'est plus intéressant que la médecine. Il faut tenir compte de l'aspect de l'anesthésie générale du bloc opératoire, d'aller dans une clinique. Et effectivement, bah, toutes les patientes n'ont pas forcément envie d'aller dans une clinique. Donc, on essaye de pallier à leurs angoisses, à leurs peurs, on va dire, avec de la médecine. Et enfin, l'aspect des séquelles, à savoir la prise de risque sur les cicatrices notamment ou pas. Donc, il y a des patientes qui sont à fond et avec des indications de la chirurgie, il n'y a pas de discussion, ce sera de la chirurgie. Voilà. Donc, la médecine n'est pas contre la chirurgie, c'est vraiment une discussion entre les deux corps de métier. Et quand on a un doute, ne pas hésiter à consulter la partie, je ne vais pas dire adverse parce que je vais me contredire sur ce que je viens de dire depuis une demi-heure, mais d'avoir un deuxième avis, un avis médical et un avis chirurgical. Des fois, ça peut aider aussi dans la prise de décision. Voilà, j'espère qu'on a répondu un peu à des questions. La vidéo sera accessible demain sur YouTube, sur la chaîne, c'est quoi, Médecin esthétique Lyon. Docteur Durantais, où j'essaye de conserver tous ces moments d'échange avec les Lyonnais, on va dire entre guillemets. Désolé pour ceux qui ne sont pas de Lyon, comme le docteur Aurélie. Voilà. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. À demain. Demain soir, 18h30. On parlera des millénials. Donc, cette nouvelle patientèle, jeune patientèle de moins de. On va définir l'âge, mais il y a un âge bien précis. Hein. Le millénial, il y aura une définition. Et cette définition correspond aussi à des demandes particulières. Voilà. Donc, je pense que médecine versus chirurgie, on pourra aussi en parler demain soir sur ces jeunes patients toujours plus motivés pour aller toujours plus loin. Et on verra s'il y a des limites ou pas
à ses désirs, des fois à ses rêves, voire à des fantasmes. Et demain, ce sera donc Thomas Joss de l'agence Joss de Paris qui viendra nous prêter main forte pour nous donner un avis éclairé sur cette jeune génération qui va constituer le futur de notre patientèle. Voilà. Bonne soirée à tout le monde, à très bientôt, merci, au revoir.